Bonjour tout le monde, je vais appeler Anne Sebel pour qu'on commence notre petit live ensemble. Donc 2 petites secondes. Voilà. Anne va bientôt arriver. Génial. Ça marche. J'adore. Bonsoir Anne. Bonsoir. On va attendre un peu que les gens arrivent sur le live parce qu'il y a D'accord. plein de gens qui sont intéressés. J'ai reçu plein de demandes. Tu intéresses beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je crois. Tant mieux. Attends, je vais te dire, je ne sais pas si tu connais des noms. Attends, Koslovan, qui c'est qui arrive encore? On va attendre 2-3 minutes, hein, tu vois, parce que j'avais dit à 8 heures. Comme ça, les gens peuvent arriver les uns derrière les autres. Voilà. Tu me vois assez? T'as assez de lumière? Oui, 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 pas de Bon. problème. Ouais. Judy Infinity, Bullpop, bonjour Anne, Stéphanie. Ça te dit quelque chose? Oui, oui, oui. Ok. Bon, on attend parce qu'on va pas démarrer tout de suite. On attend encore 2 minutes. D'accord. Donc, tu es dans ta maison de campagne, hein, c'est ça? Ouais. En Confiné. semi-confinement. Ouais, J'ai bougé j'imagine. juste pour aller à l'école. Bon, on a choisi de faire ça à cette heure-là, comme ça, on a pensé toutes les deux que tes étudiants, entre autres, Mm. seraient à la maison et pourraient t'écouter, ce qui est une bonne idée, je crois. Ouais. Alexis, bonsoir. On attend encore un petit peu Mm. que les gens arrivent. Voilà, voilà. Alors après, juste je voulais dire que pour les gens qui n'ont pas Insta, bon là forcément, là tout le monde a Insta, mais je mettrai l'interview après sur IGTV, donc on pourra la revoir en intégralité et je la posterai aussi sur ma page YouTube. Je mettrai un lien comme ça, si les gens veulent réécouter l'entretien avec Anne, ils pourront le faire soit sur IGTV, soit sur YouTube. Voilà. Sandrine Bonjour Lalisse. Laurie. Bonjour Sandrine. Ah ben tu vois les noms aussi. Très Ouais. bien. Nathalie. Charles, c'est mon assistant. Ah oui, et je voulais vous dire aussi que pendant le live, en fait à la fin, je ne sais pas trop combien de temps on va discuter toutes les deux, mais vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à envoyer des questions et moi j'essaierai de les poser à Anne vers la fin de l'entretien. Aussi, pendant l'entretien aussi, vous avez quelques questions plus spécifiques. J'essaierai de prendre vos questions et de lui poser au fur et à mesure. Voilà, il y a plein de gens qui arrivent encore. Donc là, tu travailles ou tu travailles pas? Je travaille pour la FEMIS, en D'accord. fait. En L'école cours, est mais en cours, ouverte. Voilà. ouais. Et Ah, puis toujours en présentiel. Ben, j'y vais vendredi. On y va le moins possible, mais on le fait quand même une fois par semaine pour ma part. On se D'accord. relaie un peu tous, voilà. Mais on essaye d'éviter trop de contact, quoi. Voilà. Mais sinon, je travaille bien sûr sur des projets futurs, en espérant que ça va se réaliser. Tu m'étonnes. Donc, écoute, on va commencer, puis les gens arriveront au fur et à mesure. Moi, je suis ravie de faire ça avec toi ce soir. Alors, pour 2 raisons. Déjà parce que tu as un CV époustouflant. Franchement, je pensais pas rencontrer quelqu'un avec un CV comme ça. Et puis aussi parce que je trouve qu'on met pas la lumière sur ton métier, qui est chef décoratrice de cinéma. C'est un métier dont on parle peu et pourtant qui est vachement important sur les films. Alors on parle la plupart du temps des réalisateurs, des comédiens, et c'est eux qui sont dans la lumière, mais pas souvent de gens comme toi ou des monteurs ou des techniciens qui en fait, sans vous, le film n'existerait pas non plus. Donc voilà, donc je trouve ça très important de mettre en lumière ton métier
et en plus, tu es bourré de talent. Mais déjà, on va parler de toi. Donc, tu es décoratrice de cinéma. Je lis parce que tu as ton CV impressionnant, comme je disais tout à l'heure. Tu es diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris. Ouais. Tu enseignes à la FEMIS, tu es membre de l'Académie des Césars, tu es membre de l'Academy of Motion Pictures Arts and Science, donc les Oscars, et tu es chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc, c'est pas rien. Hein. Et tu as travaillé, moi je dirais avec les plus grands, hein. Donc Sofia Coppola pour Marie-Antoinette en 2007, Munich de Spielberg, Clint Eastwood pour Hereafter, Woody Allen pour Midnight in Paris et Home with Love, et dernièrement pour White Crow de Ralph Fiennes sur le film sur la vie de Nureyev. Et tout ça, c'est la partie ciné. Et il y en a plein d'autres. Allez voir son CV qui est très impressionnant. Et il y a aussi la télé, puisque tu as bossé sur Les Sopranos et plus récemment pour 2 séries Netflix dont une qui cartonne, qui s'appelle Emily in Paris et V.A.D. de Damien Chazelle, voilà, qui est très connu aussi. Donc, je suis ravie de te parler. Ma première question, c'est comment tu pourrais définir ton métier en quelques phrases? C'est quoi la définition de ton métier? Le chef décorateur, c'est un des collaborateurs incontournables du réalisateur avec le directeur de la photo, les costumes et toute l'équipe d'ailleurs. Mais au démarrage, je suis au service d'un metteur en scène et à travers son scénario ou le scénario, l'histoire, j'essaye de mettre en forme sa vision, ses rêves. Donc c'est tout ce qui est le style du film. On a un peu un œil, on définit l'atmosphère du film et on crée tout l'univers qui est dans l'histoire et dans lequel évoluent les personnages. Et au point de vue de moi, ma perception de ce métier, je me considère un peu aussi comme un chef d'orchestre pour la décoration, parce qu'on travaille jamais tout seul, évidemment. Donc j'ai toute une équipe et j'ai un peu un rôle de chef d'orchestre avec toute une équipe qui ressemble à un orchestre, avec des premiers violons qui sont les 3 personnes les plus importantes qui m'aident à gérer toute cette équipe pour arriver à livrer des décors et tout un univers pour le réalisateur. C'est un peu ça la définition. Et quand tu dis que tu as ton équipe, c'est toi, tu as ton équipe propre ou tu travailles toujours avec les mêmes personnes ou au Moi, fil des productions, tu travailles avec de différentes personnes? en fait, je suis quelqu'un de très fidèle et j'ai grandi avec certaines personnes avec lesquelles je suis toujours et qui travaillent avec moi maintenant. Quand je pars sur des films à l'étranger, c'est un peu plus compliqué d'emmener son équipe, donc j'emmène les postes clés en général si je peux, sinon je pars toute seule. Mais oui, je suis fidèle et j'ai vraiment des gens avec qui je suis depuis le démarrage, depuis que je suis stagiaire. Et qui après se sont ralliés à mon équipe comme assistant ou comme chef constructeur ou comme ensemblier. C'est vraiment une petite famille. J'aime bien travailler comme ça. On se Et est-ce que connaît. est-ce qu'un chef décorateur ou une chef décoratrice a une patte, un style bien particulier ou on te prend parce que tu as un style particulier? J'ai pas l'impression dans mon cas, j'en sais rien. J'ai pas. Il est vrai que j'aime peut-être ça peut se voir dans certaines couleurs, certaines manières de faire les choses, mais je suis pas très sûre d'avoir une patte spéciale. Il faudrait demander aux gens qui vont. L'Oréal. Oui, ça dépend aussi des films, parce que l'ambiance n'est pas forcément la même dans chaque film, dans chaque époque, dans chaque pays, avec des réalisateurs différents. Mais peut-être sur les 3 Woody Allen, il y avait peut-être un esprit un peu semblable. Je me rends pas bien compte, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? C'est quoi? Alors, t'as fait l'école d'architecture, donc pas du tout Non, destiné à faire du cinéma. non. Quelle a été ta formation en fait pour arriver à ce métier? Bah, en fait, c'est vraiment peut-être des concours de circonstances ou une espèce de destin parce que je devais faire de la médecine et j'ai raté mon bac. Donc, j'ai suivi mes copains en architecture et puis j'ai fait des études d'archi. Et en 3e année, j'ai rencontré
le décorateur de Jacques Demy, Bernard Evin, parce que je suis allée sur un tournage pour voir un ami qui m'a dit, tu veux voir ce que c'est un tournage? J'y connaissais rien, ma famille n'est pas du tout dans le cinéma, plutôt des scientifiques, des médecins, des choses comme ça, et je connaissais pas bien. Et je suis allée sur ce tournage, et puis je me suis rendu compte que toute l'équipe d'éco faisait un peu ce que je faisais en famille. On faisait des spectacles, on créait des tas de choses avec nos cousins, et je me suis dit, oh, mais c'est quand même chouette ce métier parce que avec l'architecture, ben, je peux avoir les bases de dessin, de d'architecture, tout ça. Et en même temps, je veux faire quelque chose, je veux être payée pour faire ce que je fais en famille, presque s'amuser en fait. Donc je me suis dit, bon, ça c'est bien un métier pour moi en fait. Et j'ai commencé au bas de l'échelle puisque je connaissais personne comme stagiaire. Et bah, comme je dessinais et que j'étais architecte, bah, j'ai été un peu plus vite à la planche à dessin et puis faire des plans et faire des films avec beaucoup de construction. Et c'est comme ça que je suis rentrée par la petite porte en fait. Je connaissais personne moi. Mais alors, donc c'est de fil en aiguille et de tournage en tournage, où vraiment c'est là que tu as appris le métier? Bah, j'avais déjà, quand on est architecte, on a une sacrée base de construction, Mhm. on a une vision, on dessine, on trace d'espace et de lumière. C'est un peu la même chose, mais en dur. En fait, je l'ai jamais fait en architecture puisque je suis allée directement après mes études apprendre sur le tas. C'est une manière un petit peu différente de dessiner puisqu'on Mhm. dessine on dessine de l'éphémère en fait, mais mes études m'ont vraiment servi et puis je m'en aperçois quand je fais des décors en studio et que c'est des gros décors que bah, j'ai des réflexes que je ne suis pas sûre que ceux qui n'ont pas fait archi ou une école spécialisée dans le dessin ou le cinéma aient ces réflexes-là en fait, c'est un peu à Mhm. l'intérieur de moi. Et pourquoi tu as un CV si impressionnant et si anglo-saxon? Bah, je crois que c'est juste parce que je parle anglais. En fait, Tout simplement. bah, en fait, je parlais même pas très très bien, mais quand j'ai démarré, j'ai travaillé avec quelques décorateurs et il y en avait un que j'avais appelé en fait pour travailler. J'avais pris une liste de 10 décorateurs qui travaillaient à l'époque et je les ai appelés les uns après les autres. Et il y en a un qui m'a fait venir et puis il y en avait un qui me faisait peur parce qu'il il avait un petit côté ours qui s'appelle Serge Douy et c'est un monsieur qui à un moment donné où j'étais en train de faire je sais plus une pub au studio de Boulogne m'a croisé au bar et m'a demandé si je parlais anglais et je dis bah oui. J'avais fait de l'allemand en fait mais je parlais un peu l'anglais et il m'a dit parce que je cherche une assistante pour faire pour travailler avec moi quelques semaines sur un film. Et puis il me disait pas pourquoi, mais il me disait il faut parler anglais et puis français bien évidemment. Et c'est quelques semaines. Et puis au bout d'un moment de conversation, je lui dis mais c'est quel film? Et il me dit James Bond. Et donc ce jour-là, je me suis retrouvée l'assistante de Serge Doué et Jean-Pierre Bazerolles sur A View to a Kill. Ah oui, Et quand même. c'est là que je me suis rendu compte que mon anglais était assez pas basique, mais je maîtrisais pas mal les structures grammaticales, mais le vocabulaire était plus compliqué parce que j'avais évidemment pas d'expérience sur les films. Donc j'avais pris le scénario et j'ai traduit tous les détails de la décoration étaient à apprendre, quoi. Donc j'ai travaillé sur ce film et puis je me suis très bien entendue avec la fille dont j'étais le miroir. À l'époque, il fallait doubler les équipes. Et donc cette jeune femme qui s'appelle Julie Aziz est devenue mon amie et l'année d'après, elle est allée faire un autre, comme assistante pareil, un autre James Bond au Maroc qui était The Living Daylight. Et Mhm. bah, ils ont demandé à ce que je vienne puisque je parlais français aussi et anglais. Donc je suis allée au Maroc faire un deuxième James Bond. Et du coup, je suis rentrée dans des équipes anglo-saxonnes qui, à chaque fois qu'ils venaient en France, m'appelaient. Et il y avait très peu de gens qui parlaient anglais à l'époque. Et puis, bah, je crois aussi parce que j'avais un petit peu d'expérience, parce que j'étais architecte, parce que, bah, je sais pas, c'est les hasards de la vie. Et je me suis vraiment très bien entendue avec eux. Donc, quand c'est un petit peu, ça se multiplie, quoi. Les gens vont dire, ah Mhm. tiens, bah,
j'aimerais bien travailler avec toi à nouveau. Puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini par rentrer dans ces équipes anglo-saxonnes des James Bond, qui étaient aussi d'autres équipes se mettaient sur d'autres films. Et puis j'ai aussi, avec Serge Douy qui m'avait mis sur le James Bond, il m'a demandé de venir une fois à Malte pour faire un film qui s'est jamais terminé. Mais je suis rentrée dans une autre équipe en allant à Malte où il y avait des studios. Et là, j'ai commencé à y rester un peu et à être un assistant d'éco qui se mettait sur des grosses productions américaines qui venaient à Malte parce que je connaissais un peu Malte aussi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu des rencontres, puis le travail en fait. Parce Bah que oui, bien sûr. évidemment que j'ai dû, ma manière de travailler ou ma conscience professionnelle a fait que aussi il y a ça. Hein. C'est pas juste le hasard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver Et parce que les équipes anglaises sont tellement, ils dessinent tellement bien, ils sont tellement, c'est une industrie, le décor en Angleterre, c'est une grosse industrie. Donc j'avais ce qu'ils appellent des A-teams et j'étais toujours tirée vers le haut par ces gens-là qui m'ont formée en fait. Et maintenant que donc tu connais les deux milieux, le milieu français et le milieu anglo-saxon, tu sens qu'il y a une différence. Bon, outre, bon, bien sûr, hormis les budgets qui n'ont rien à voir la plupart du temps, un budget Mm. français n'a rien à voir avec un budget américain, mais au-delà du budget, est-ce que c'est vraiment une autre manière de travailler? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, enfin, personnellement, je me sens plus à l'aise dans un système anglo-saxon. En fait, je me suis posé la question de pourquoi, et j'ai l'impression que nous, en France, on est plus latin, c'est un peu plus, un peu moins structuré, un peu moins. On y met beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de copinage. Il y en a dans les films anglo-saxons aussi, mais au niveau du travail, c'est beaucoup plus structuré et je sais pas, il y a quelque chose de carré, d'assez rapide, d'efficace que j'ai trouvé moi dans les équipes avec qui j'ai travaillé. Alors c'est peut-être pas pareil partout, mais même j'ai fait un tout petit film américain avec Madame Coppola, la maman. Il y avait très peu d'argent et il y avait aussi un peu cette manière de travailler. Plus structuré. Oui, quelque chose où je m'y retrouve mieux. C'est mon côté cartésien, je sais pas. Mais c'est plus, je sais, c'est ça, je pense, c'est quelque chose comme ça. Ça me convient bien, ça me Mhm. convient bien. Et puis, il y Et a co- aussi quelque chose de très important que j'ai remarqué, c'est que dans toutes ces équipes avec qui j'ai travaillé, ils m'ont toujours tiré vers le haut, c'est-à-dire ils m'ont toujours c'est enseigné, vrai. donné des conseils, ils ont toujours voulu que je m'améliore et ça, je l'ai moins senti, je l'ai senti au tout début de mon apprentissage avec des gens comme Gérard Daoudal ou Serge Louis, où on m'apprenait à adapter mon architecture au cinéma, mais après, je l'ai moins senti. Et je sens toujours ça, cette espèce de désir de faire réussir les gens avec qui on travaille, les tirer vers le haut. Ça, je le sens énormément et toujours maintenant d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi qui ai bossé 15 ans aux États-Unis, j'ai un peu le Ouais, même sentiment, je dois dire. Et ouais. comment tu choisis tes projets? On te les propose, c'est toi qui va vers les projets. Comment tu travailles? Est-ce que tu as un agent? Comment ça fonctionne en fait ton métier? Alors, moi, j'ai un agent. C'est une femme qui est venue me chercher à la suite d'un tout petit film indien que j'avais fait juste avant le Midnight in Paris, une américaine. Mais en France, les agents pour les décorateurs sont pas très bien vus. J'ai beaucoup de mal à accepter un agent quand je fais des productions françaises. Pas toutes, hein, parce que celles avec lesquelles je travaille beaucoup, ils s'y sont habitués. Mais oui, j'ai un agent qui me propose des tas de choses et je prends ou pas. Et puis j'ai aussi, c'est aussi pareil des familles comme Raphaël Benoliel et First Step où ils font beaucoup de films et souvent c'est lui qui me propose des films. Quelquefois il y a des choses qui m'arrivent aussi. J'ai fait un film Bollywood indien où j'ai demandé au réalisateur, mais comment vous m'avez choisi? Il m'a dit, bah, déjà, vous aviez fait un film indépendant indien et ensuite j'ai pris la liste de tous les décorateurs dans tous les pays
qui parlait anglais et c'est votre nom qui est sorti le plus souvent. Donc, donc j'ai fait, c'est comme ça qu'il m'a choisi. C'était drôle. Il y a un drôle de casting sur Facebook, sur WhatsApp ou je sais plus quoi. Mhm. Mais après, c'était très intéressant. Et quand j'ai des propositions comme ça, c'est souvent des propositions, des gens qui m'appellent, des rencontres. Récemment, j'ai fait un court-métrage, mais vraiment au dernier moment pour quelqu'un qui m'a appelé à l'arrache comme ça à la campagne. Et puis, et pour me remercier, il m'a mis un message sur Facebook en disant merci à Anne Sebel. Il y a un producteur français que je connaissais avec qui j'avais travaillé qui a vu ça, qui m'a appelé en me demandant si je voulais pas faire un petit film de jeunes qui viennent de Los Angeles et qui venaient faire un film en France. Donc c'est des hasards, c'est on donne, on reçoit, c'est marrant. C'était assez magique comme comme aventure récemment. Mais quand tu choisis un projet, d'abord, qu'est-ce que tu lis? Tu lis le scénario, tu rencontres le réalisateur ou la réalisatrice? Comment ça se passe? Comment tu peux Non, dire oui? on m'envoie un scénario en général et ça marche avec le ça. Quelquefois c'est soit c'est mon agent qui m'envoie des scénarios et je lis et elle me donne des conseils, je prends ou je prends pas, mais c'est souvent du bouche à oreille, c'est souvent euh, mon cercle d'amis ou de gens avec qui je travaille qui ont des projets et des choses comme ça. Chazelle, c'est parce que euh, je l'avais rencontré par le monde est le producteur de Marie-Antoinette avait un assistant, Fred Berger, qui est devenu producteur et qui m'a envoyé un email en me disant, il y a un petit jeune là, j'aimerais bien que tu travailles avec nous, je le sens bien. Il n'était pas connu à l'époque. Ah ouais. Et il me dit, il va venir te voir à Paris, donc il est venu me rencontrer là où j'étais, Damien. C'était pour La La Land. Après, il s'est passé que il y a eu Whiplash et que c'est devenu une star et que ça a été plus compliqué pour moi d'aller travailler là-bas parce que j'étais pas basée à Los Angeles. Mais il m'avait dit, bah, si je viens en France, je te promets, je t'appellerai. Et c'est ce qu'il a fait pour D.A.D. Bien dit. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà. Pour Emily in Paris, c'est Raphaël Benoliel qui a porté ce projet. J'avais déjà travaillé avec Darren Star sur Sex and the City il y a très longtemps comme assistante. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment C'est un peu un une réseau. toile que C'est tu as exact. tissée C'est une et au toile qui fil se des... tisse. Hmm. Mais sans jamais oublier que à chaque fois, dans ce genre de toile qu'on tisse, c'est vrai que c'est de la communication, c'est de la fidélité, c'est du travail, c'est du respect des gens. Et je crois que bah, si vous respectez les gens, si vous travaillez, si vous communiquez et s'il y a cette espèce d'entraide, enfin comment dire, de professionnalisme, Mhm. bah, ça n'apporte que Ça des, fonctionne. ça fonctionne, oui, c'est ça. Je crois que c'est Et ça. alors, effectivement, en regardant une fois plus ton CV, tu travailles sur des très grosses productions et sur des petits, ça peut être des courts-métrages ou des petits budgets. Est-ce qu'on Mm. travaille de la même manière? Enfin, je veux dire, quand on t'amène un gros budget, je sais pas, comme un Clint Eastwood, non, Woody Allen, c'est des moyens C'est budgets. des petits budgets, oui. Ouais, c'est des Mais petits budgets. Mais Spielberg, c'est pas flippant de te dire, ah, attends, on va me filer, je sais pas combien de millions de dollars, donc c'est beaucoup de pression, non? euh, je sais pas, j'ai l'impression que oui, c'est de la pression parce qu'on a des comptes à rendre, c'est plus compliqué. Moi, je me souviens d'avoir, par exemple, pour le budget de Marie-Antoinette, j'ai passé plus d'une semaine à le faire et quand j'ai mis le dernier virgule, il y avait 5,5 millions. Je me suis dit, waouh. Euh, Pour toi, pour ton budget à oui, toi. oui, je suis arrivée à ça comme devis. Je me suis dit, ouh là 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 là. Et en fait, étant donné que la manière dont je travaille, elle est très, au départ, je prends beaucoup de temps à tout dépouiller, à tout, comment dire, à tout organiser de manière à être libre artistiquement après. Je crois que un petit court métrage avec 2 balles et un truc à 200 millions de dollars, c'est le même travail artistiquement. Hmm. Et si on est organisé, bon, évidemment, sur un court métrage, c'est plus court,
Mais là, c'est la même chose, je crois. Moi, je travaille de la même manière Darren Star m'a fait une réflexion par rapport à sa série en me disant c'est incroyable. J'ai l'impression d'être sur un long métrage et en fait c'est une série, mais je l'ai traité comme un long métrage de la même manière. Je l'ai pas traité comme si c'était une série où j'allais faire ça plus cheap parce que c'était à la télévision et c'est la même chose pour un court métrage. Il y a toujours un souci de qualité et je crois que si on, je sais pas comment expliquer, c'est peut-être Oui, tu traites en fait tous tes projets de la même manière, oui, oui, oui. avec la Et je même m'adapte passion avec le budget, voilà. et tu Et t'adaptes à chaque fois avec le budget. Oui. voilà, et c'est pour ça que j'adore moi faire des courts-métrages parce qu'on se remet toujours en état d'apprenti où on se dit bah, on se remet en danger, on a 500 euros pour faire un film et puis là on prend deux personnes et on fait tout avec eux et ça crée des liens très intéressants. Et puis il y a de la magie sur les courts-métrages parce que les gens vous Mhm. donnent des choses. À chaque fois que j'ai fait des courts-métrages il y a une espèce de magie où d'un seul coup, vous cherchez une bagnole américaine en plein milieu de Montpellier, et ben le conducteur de la benne à ordures, et ben son père elle a exactement celle que vous cherchez. C'est des choses comme ça, mais comment j'ai réussi à la trouver? C'est parce qu'à 6h30 du matin, j'ai parlé à ce mec au bar de notre petit hôtel. Il faut Mhm. aller vers les gens, faut communiquer, c'est important dans ce truc-là. Et on peut, c'est assez magique quelquefois. Et sur les gros films, c'est pareil. Sur les gros films. Avec sur le film de Nouriev, j'ai quand même, sans m'en rendre compte, mis un peu le Refine devant le fait accompli en lui disant que j'allais lui construire son aéroport du Bourget. Si j'avais réfléchi avant, j'aurais peut-être eu peur, mais je l'ai dit parce qu'il n'y avait rien qui était bien et qui aurait été correct. Et en fait, on a réussi à le faire parce que j'avais une équipe formidable, mais avec le même enthousiasme, la passion qui fait que j'ai même pas eu peur, on n'a pas eu peur. Enfin, peut-être que mes constructeurs ont eu peur, mais moi non. J'avais Alors, par confiance. exemple, prenons l'exemple donc de cet aéroport que tu as recréé. C'était quoi? C'était le Bourget? Oui, C'était le le Bourget. Donc, Bourget, en dans quelle les année? années En 60, 60. ouais, dans les années 60, quand Nourieff est passé à l'ouest, c'était au Bourget. Donc, le Bourget, il existe toujours. Il a été restauré à peu près dans la bonne période, mais en même temps, c'est un musée, donc c'était pas possible d'y tourner. Et on devait tourner. Au début, on est allé en Russie, puis après en Serbie pour des raisons évidemment de crédit d'impôt. Et on a fini donc en Serbie et on a visité des tas de lieux. Et puis moi, je me suis dit, l'aéroport du Bourget, c'est quand même tellement particulier. C'est de l'architecture des années 30, streamline, les fenêtres sont dans l'autre sens. C'est très caractéristique. Et je me suis dit, moi, je veux pas je veux pas arriver à avoir honte de ça. Et je lui ai dit, bon, on va le construire. Mais pour le construire, j'ai pas tout construit. On est parti du scénario. Et avec Ray Fiennes, on a joué la narration en fait, on a triché parce que par exemple, à un moment donné, on doit voir l'escalier qui descend de la police du bar, et dans la réalité, c'est impossible puisque tout est aligné. Donc j'ai triché, j'ai aménagé les choses, mais j'ai gardé tous les éléments caractéristiques de l'architecture qui fait que on sait qu'on est au Bourget. C'est le marbre, c'est le sol avec des damiers noirs, c'est les colonnes, les 8 colonnes. Alors au lieu d'en avoir 8, on en avait 4. C'est toute la signalétique qui est une police de caractère particulière. Il y a plein de choses que j'ai pris et que j'ai remis. Et en fait, il y a plein de gens qui ont cru qu'on avait tourné au Bourget Mhm. et puis j'avais un directeur de la photo absolument fantastique qui a joué le jeu avec moi et on a réussi à tricher sur les découvertes à travers les fenêtres. On a tout fait au même endroit, quoi. Et c'était un pari. C'est un décor de James Bond. Hein, c'était énorme. Alors, par exemple, pour recréer cet aéroport du Bourget, vous avez mis combien de temps? Oh, je me souviens plus, pas très longtemps. Hein. Entre, je dirais, à tout casser 3, 4 mois, pas plus, 3 mois. Ah ouais. Non, Avec c'est une hyper équipe, rapide. parce qu'on se rend Avec pas une compte, équipe tu vois, serbe. le travail.
Avec une équipe serbe. Ah ouais. En Et vous fait, parliez en avec mon quoi? un chef constructeur que j'ai emmené avec moi, français, un premier assistant aussi que j'ai emmené avec moi, une ensemblière, Christelle Maisonneuve, que j'ai emmenée aussi avec moi. Et en fait, bah, ils ont pris des équipes sur place, mais j'étais très inquiète, moi, pour la peinture. Et en fait, ils n'ont pas voulu que j'amène quelqu'un de France, mais j'ai trouvé un magicien là-bas, un Serbe, qui était formidable et qui nous a fait de la magie. J'étais vraiment étonnée. Et donc, on a réussi. Mais c'est vrai que c'était du boulot, quoi. Mais on voit pas. Faut que je Ah monte ben des non, photos. On le voit, c'est non, des kilomètres de bois. Mais absolument pas, absolument non. pas. Non, mais il est incroyable Mm. cet aéroport. Et quand ça c'est une question que je me suis toujours posée parce que je me souviens d'avoir été sur le plateau de la Cité des Enfants perdus Ah, de Caro quel et Jeunet. film, magnifique film. Et on avait été invités pour une soirée avant la destruction des décors. Et Ah pour oui. moi, ça aurait été un crève-cœur de voir ça en tant que chef décorateur, tu vois, de voir parce que c'était incroyable hein, ces Mm. décors. Ça, j'ai Et adoré, moi. C'est un de mes oui, décors préférés. et Mm. de me retrouver voilà dans des espèces de bateau là, enfin voilà, c'était incroyable ce décor. Et je me dis, et le lendemain, ça partait à la destruction. Mais Ouais. comment tu le vis ça? Euh, ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, mais on le vit. Je sais pas comment vivent les autres. Moi, ça va encore parce que en fait, il reste sur la pellicule le décor. Mhm. Et certains décors, on en garde des morceaux qu'on recycle. Ouais, c'est pas, non, on s'y habitue en fait. Au début, c'était plus compliqué, c'est tristoun. Puis il y a aussi un truc que je me dis à chaque fois que c'est un gros gâchis, euh, Ah oui, écologiquement de tout jeter comme ça. Donc, je vais œuvrer avec la Fémis pour pour recycler, sensibiliser les jeunes générations à sur recycler ça. Oui, à absolument. recycler. On est en train d'essayer de mettre ça dans nos programmes. Parce qu'on recycle Mais les costumes, on recycle les objets, mais on recycle pas du tout oui, les décors, c'est ça? bah, quelquefois, on recycle certaines choses. On peut recycler les portes, les fenêtres, quand c'est des décors qui sont, par exemple, tout ce qui est haussmannien, on pourrait recycler. C'est des caractéristiques d'architecture qu'on réutilise souvent. Mais c'est vrai Il faut de la que place. voilà, c'est exactement ça. C'est un problème de stockage. On a ça aussi à la Fémis, hein, c'est pas assez de place pour stocker ce qu'on peut construire. Oui, c'est ça. Donc faut trouver une solution à ça. C'est vraiment un peu du gâchis, mais en même temps, c'est plus rapide de tout démonter, de tout détruire que De tout de. détruire. Ouais, Donc tu t'es jusqu'à habitué présent. à te détacher de tes décors et à te dire, bon, Ouais, de toute façon, c'est sur la pellicule, donc si tu veux voilà. les voir, ils sont toujours là. Et Et j'ai des morceaux de décor à la maison, pas des décors, mais des morceaux. ah, J'ai des petits objets, des gros quelquefois. Les Indiens m'ont donné une gloriette qui est dans le jardin. J'ai racheté du mobilier de jardin j'ai un peu de tout dans la. On pourrait faire un mhm. jeu de piste sur les films qui sont dans le jardin ou les films qui sont dans la maison. C'est amusant Est-ce que d'ailleurs. est-ce que tu trouves que c'est un métier d'homme? Parce que je connais pas beaucoup de femmes, moi, qui exercent ce métier. Quand j'ai commencé, il y avait une décoratrice que j'avais rencontrée, Françoise Deleu. Il y avait que des hommes, vraiment que des hommes. Et un peu, à l'époque, ils étaient un peu machos. Mais en même temps, je me souviens quand je dessinais des portes et des fenêtres et des escaliers, j'avais tous les menuisiers qui étaient à l'affût de l'erreur qu'ils allaient pouvoir pointer du doigt. Et une fois que que je les ai eus séduits en leur montrant que j'étais capable de faire aussi bien qu'un autre assistant, après c'était l'inverse. Ils ont travaillé avec leur cœur et d'ailleurs ces mêmes menuisiers, ils sont venus après comme chef constructeur avec moi. Ils sont toujours avec moi. Et donc, une fois que j'ai eu fait mes preuves, hein, mais c'était un peu normal à l'époque. Et maintenant, ben c'est vrai, quelquefois on peut penser que c'est un métier d'homme, mais
Moi, j'en ai jamais souffert réellement. Vraiment, jamais on m'a dit, certainement pas avec les anglo-saxons, parce qu'on m'a jamais Mhm. pris parce que j'étais une femme ou pas prise parce que j'étais une femme. Ça m'est arrivé une fois ou deux sur des films ici, de, par rapport au budget, par rapport à des choses comme ça, d'essayer de m'entourlouper, mais non, non, il y a aucun des réalisateurs avec qui j'ai travaillé qui, j'ai jamais senti que être une femme était plus difficile. Après, euh, le fait que je sois architecte, que je connaisse la construction, que j'ai appris sur le tas avec tous ces Ouais, gens-là, ça en est tout. c'est peut-être aussi ça. Je sais pas comment le vivent les autres femmes, mais j'ai jamais eu de problème non plus de salaire par rapport à un homme, jamais. Euh, même au contraire. Alors je sais pas si c'est parce que je travaille avec des anglo-saxons que j'ai été un peu mieux payée sur des trucs. Mais bon, après, sur des courts-métrages ou sur des tout petits films, il y a des tarifs syndicaux qui sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Donc, Mhm. à la déco, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de. Enfin, moi, je me bats pas pour ça parce que je le vis pas mal. Je Oui, tu sais que l'as pas vécu. Mhm. dans Corps de d'autres métier. corps de métier, c'est plus compliqué. Mais Mhm. moi, je l'ai pas vécu. Alors, c'est peut-être particulier, hein, mais je l'ai pas vécu. Et Je l'ai est-ce pas que tu vécu. sens que c'est un métier maintenant qui intéresse de plus en plus de jeunes femmes, hein, toi qui enseignes? Ah bah oui, c'est même hallucinant. Il n'y a que des femmes cette année en première année de décor et sur les trois autres années, il y a trois garçons. C'est-à-dire que les femmes, Ah oui, bah là ça s'est cette année, renversé. il y a 70% de femmes au concours. Ça s'est Ah oui, c'est renversé. impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il y a beaucoup beaucoup de femmes. Et tu crois que c'est dû à quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Bizarre. Tant Ouais. mieux. À C'est l'arrivée, à génial. la Fémis, ils sont peut-être moins matures parce qu'ils sont jeunes quand ils démarrent. Et c'est vrai que les filles sont plus matures. Et puis, peut-être, elles sont bosseuses, hein, je ne sais pas. Et alors là, Mais moi, donc j'aime là, bien travailler avec les deux, hein. ah bon, Oui, oui, moi, bon. j'ai quand même un assistant, un chef constructeur qui sont bah, des hommes, et puis mon ensemblière est une femme. Mais c'est vraiment un doux mélange des deux dans mes équipes. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve que c'est important d'avoir les deux. On n'est pas fait pareil, on pense pas de la même manière. Et j'aime bien le mélange des deux, quoi. Ça Mhm. fait un équilibre. Prenons l'exemple d'Emily in Paris, parce que ça marche tellement bien, cette série en ce moment. Comment tu as bossé là-dessus? Parce que c'est la vision quand même de Paris, mais vue par une Américaine. Tu n'es pas américaine, tu es Non, française. non. Donc, comment t'as pu faire ça? Bah, comme pour Midnight in Paris, comme mon mentor Rick Carter m'avait dit, si tu arrives à montrer le Paris que les Américains fantasment, bah, c'est gagné. Et en fait, de la même manière, on a fait comme ça, on a fantasmé un Paris, et puis on avait surtout un scénario qui était comme ça, et Darren Star, que moi j'adore, qui avait des idées, bon, il est américain lui, donc il avait ses Hmm. idées, et on est allé au bout du truc, en fait. C'est amusant. C'est amusant. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui critiquent Qui critique, le côté kitsch et le côté caricatural, mais en même temps, à l'heure actuelle, c'est qui la est pas série qui est la faux. plus regardée. Voilà, c'est pas Hmm. faux, mais c'est voulu. Et les Américains, je crois aussi, ils se sont tapés dessus parce ils sont l'Américain cliché à Paris aussi. Je crois que Darren Star il disait ça. Mais à l'heure actuelle, c'est le Paris que tout le monde fantasme en ce moment, hein. Bien plus Mhm. personne ne le voit, donc c'est pour ça que ça cartonne. À mon avis, c'est assez frais. Moi, ça m'a vraiment éclaté de faire ce truc. Et on a construit aussi. Je sais pas si les gens le savent, mais tous les intérieurs sont construits. C'est pas des appartements qu'on a récupérés. Les bureaux d'Emily in Paris sont en studio, les appartements aussi. Et là, s'est amusé avec mon équipe à inventer des choses, à créer des meubles, à jouer avec les couleurs, à trouver des accessoires marrants. On Et s'est alors vraiment pourquoi amusé. ce choix, par exemple, tu dis tout est tourné en studio.
Pourquoi ce choix d'aller plutôt vers le studio plutôt que du décor réel? Ça, c'est le producteur, c'est le réalisateur qui veut ça? Ou c'est toi qui le suggère? Bah, c'est un peu tout le monde en fait, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans cette. Quand il y a beaucoup de scènes dans un décor, c'est plus C'est plus pratique et simple, plus hein. rentable Mm. de d'être dans un. De le Et puis construire. oui, c'est plus pratique pour tout le monde, ouais, ouais, ouais. Et il y a ma petite nièce qui dit c'est le pari déconfiné. Elle a raison, qu'on a créé le pari déconfiné en fait. Tu préfères, toi, non, tu disais que ça t'était égal de bosser sur des gros budgets ou des petits budgets. Ça, c'était pas important. Moi, j'aime bien les deux, moi. Mais j'ai du mal en France à trouver des gens qui me font confiance pour faire des petits trucs parce qu'ils pensent toujours que je vais être très chère et que je vais pas savoir faire des tout petits trucs. Ah ben Mais voilà, tu le dis là. récemment, ce producteur qui m'a appelé pour faire ce petit film euh, dans un décor unique, et ben voilà, ça m'a fait plaisir, voilà. Est-ce Et que, je peux le faire aussi, c'est intéressant. Ça remet, Mhm. euh, on a moins de moyens, mais on s'ajuste et c'est là que, je crois que c'est là qu'on devient encore plus créatif parce qu'on est obligé de trouver des solutions, d'inventer, de faire des colliers avec des nouilles. Et ce que je veux dire, c'est de créer l'illusion, quoi. c'est là où tu t'éclates? C'est là où je m'éclate, ouais. Mais sur les gros, on crée aussi l'illusion, hein. Ah ouais, complètement. T'as bossé avec Rick Carter sur Ouais. Munich. Toi, Oui. tu étais sur l'équipe à Paris. Est-ce que Et c'est là-bas aussi, quelqu'un... hein. Ah, J'étais là-bas avec, aussi. j'ai recréé Paris à Budapest. Paris, Londres et Rome. Incroyable. Et oui, oui, C'est... en fait, il devait tourner à Paris et puis on avait fait des repérages et le film s'est arrêté pour des raisons de sécurité. Et l'année d'après, ils l'ont fait à Budapest et j'étais sur Marie-Antoinette et Eric Carter m'a appelé en me disant ah, je suis désolée, on travaillera pas ensemble à Paris et tout. Et puis je lui ai dit bah, si tu as besoin d'aide, je suis là pour les rues de Paris et tout. Puis il m'a appelé un quart d'heure après, il me dit j'attends que tu aies fini Marie-Antoinette, tu viens me faire les rues avec moi. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc je suis allée à Budapest et puis après on a réussi à faire revenir ensemble le film à Paris pour certaines scènes parce que ça devait pas être fait à Paris, mais on a réussi à ramener le film un peu à Paris. Et de là est née une grande amitié en fait. Et il m'a suivi et poussé et aidé, voilà, et continue. Est-ce qu'on a besoin j'imagine que c'est un de tes mentors. Est-ce qu'on a besoin de mentors dans ce métier? Tu vois, comme ils disent les Américains, people that you look after. Euh, tu vois, auxquels tu peux prendre conseil, tu peux les appeler. Bah oui. Est-ce qu'on t'as besoin de ça? Bah, moi, j'ai pas c'est pas un besoin, c'est un désir, c'est un plaisir en fait. C'est un plaisir, surtout avec Rick Carter. Là récemment, j'étais sur une énorme série qui s'est arrêtée malheureusement, où on voulait avec Raphaël Benoliel euh, utiliser des nouvelles technologies pour pouvoir pour les décors et pour inventer enfin des studios un peu comme il y avait sur la série Mandalorian et en fait j'ai appelé Rick Carter et pour qui m'aide à trouver des gens qui puissent nous donner des conseils et par lui j'avais accès à toute l'équipe de Mandalorian, du producteur au décorateur, pour me donner des conseils, quoi. C'était, ça, c'est formidable avec les Américains aussi, c'est ils sont là et ils n'ont pas peur de vous aider, quoi. Hmm. C'est, et, et, euh, et lui, moi, j'admire son travail, j'adore ce qu'il fait, et puis j'admire aussi, je me suis beaucoup, euh, je m'intéresse beaucoup à sa relation avec Spielberg parce que c'est vraiment comme un peu ce qu'elle que j'ai eu au fil des films avec Woody Allen et il me l'a expliqué, c'est comme des familles et on se connaît bien et du coup c'est encore plus agréable de travailler ensemble quand il y a une espèce de une connaissance, ça va plus vite et puis on sait ce que les gens aiment et on est capable de voir à travers leur esprit et de proposer des choses. Qu'est-ce qui m'est arrivé avec Woody Allen? J'arrivais à proposer des idées qui changeaient le scénario pour
pour utiliser des lieux que j'avais trouvés qui me semblaient intéressants ou construire un univers, quoi. Et ça, Rick Carter, il a ça avec Spielberg et Zemeckis, c'est fantastique, quoi. C'est toute une vie avec des gens formidables. Puis après, il a fait Donc, Avatar, tout Star Wars. Enfin, hmm. mais c'est un poète. C'est quelqu'un de extrêmement artistique, qui aime beaucoup la France, qui est très cultivé. Et c'est ouais, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'admiration. Comment on travaille avec le réalisateur? T'abondes toujours dans son sens ou c'est un échange permanent? Non, non, c'est un échange. Déjà, on est à son service, donc il faut arriver à c'est lui qui décide normalement, mais si on a une complicité, c'est d'un commun accord, et puis je peux apporter des idées, et puis il les prend pas, et puis ouais, c'est ça, c'est vraiment une collaboration. C'est, Mhm. il y en a très peu qui vont vous donner des ordres. J'ai pas eu ça, moi. Woody Allen, il m'a toujours donné carte blanche. Alors, c'était un peu déroutant la première fois que vous travaillez avec Woody Allen et qu'il vous donne carte blanche. Et je me suis bien appuyée, je me suis bien mis proche de Darius Khondji, qui était le directeur de la photo, qui ne me connaissait pas non plus, mais avec lequel j'ai très vite sympathisé et avec lequel j'ai eu une relation, une collaboration très, très étroite et très enrichissante sur 3 films. Parce que la lumière étant tellement importante, cette relation avec Mhm. le directeur de la photo est aussi importante qu'avec le réalisateur. Et donc ce triangle a été important. Bon, maintenant, il y a les VFX qu'il faut qu'on rajoute à notre triangle. On a un petit carré maintenant parce que. Et puis bon, je n'oublie pas les costumes pour mes amis créatifs de costumes. C'est très important aussi, mais au tout démarrage, on est plus, en triangulation avec le réalisateur et le directeur de la photo. Voilà. Et ton métier, qu'est-ce qu'il faut connaître le plus? Bon, toi, tu dis qu'une base d'architecture, c'est quand même assez important pour travailler. L'histoire de l'art, j'imagine aussi. Être curieux, tout connaître sur la Ouais. culture. Comment tu fais? Parce que tu travailles sur un film historique, et bon, bah, il faut savoir tout sur cette époque-là. Après, Mm. tu peux basculer sur Emily in Paris, bon, tout ce côté parisien. Enfin, tu te nourris en permanence de tout. Ouais. En fait, faut être curieux. En fait, je me suis rendu compte au fil des années que même des expositions que j'allais voir avec mon père quand j'avais 12 ans sont ressorties dans mes films. Ouais, Par ouais. exemple, sur Magic in the Moonlight, on avait un sarcophage égyptien à dessiner et en fait, l'exposition Toutankhamon m'est ressortie, mais comme ça du ventre, sans que je m'en rende compte, les couleurs et tout ça, c'était à l'intérieur. Et je crois que si on est curieux, si on observe, si on voit des films, si on va dans des expos, si on s'intéresse au travail de tous les artistes, même si on va dans la nature, tout est dans la nature, et là, en ce moment, je marche dans la nature, mais tout est dans la géométrie, tout. C'est vraiment s'intéresser à tout ça et rester ouvert, à l'écoute, voir le travail des autres parce que ça donne des idées pour soi-même, sans copier, ça te fait travailler l'esprit et et c'est vrai que bon, moi l'architecture m'a servi, mais on n'est pas obligé d'être architecte, on peut aussi faut dessiner. Moi, j'essaye de dire à mes élèves de prendre un carnet de croquis et de dessiner Mhm. n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, à la main, parce que la main est liée avec le cerveau. L'ordinateur, c'est pas pareil. Là, il y a de la magie dans le dessin à la main, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Et alors toi qui enseigne, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans ce métier? Vraiment la Alors, base. la base, c'est le dessin pour moi. Enfin, la base, c'est le dessin. Le dessin, si on veut vraiment être chef décorateur et faire des films aussi bien en studio qu'un court métrage avec 2 balles,
qui peut le plus peut le moins, me disait mon père. Donc, je dirais c'est bien d'avoir une base Mhm. de dessin à la main et de dessin technique aussi, pour être libre après, si on veut, de faire des décors en studio ou des décors des compliqués. Et au moins de connaître ça pour pouvoir, quand on dessine plus après, à un moment donné, on n'a plus le temps de dessiner nous-mêmes et pour pouvoir diriger une équipe, il faut savoir le faire. Donc, je Ouais. leur dirais de dessiner, de se nourrir, de, de, de se cultiver, de regarder des films aussi, parce que j'ai regardé récemment, là, ils ont présenté les deux James Bond de Dr. No et les Avec Sean diamants Connery. éternels. Mhm. Oui, le décorateur Ken Adam était un architecte et c'est hallucinant de voir les décors parce que c'est inspiré d'architectes pas contemporains mais du Bauhaus et tout ça. Donc toute cette Mhm. culture-là, si on l'a, on peut la retranscrire à notre manière dans des films. Donc j'inciterais les jeunes à aller dans les bibliothèques, même s'ils ont tout sur Internet, ça rien ne vaut aller dans les bibliothèques, les musées, aller Il faut se cultiver, en gros. se cultiver Mm. et puis y aller, quoi, être positif, ne jamais aller au bout de ses rêves. Il faut aller au bout de ses rêves, ne jamais se désespérer. Euh, et puis, euh, aussi démarrer sur le tas, travailler sur des films, aller faire les petites souris stagiaires sur des courts-métrages, voir comment ça se passe, puis aller à la rencontre des autres, voilà, être curieux, quoi. Puis voilà, ce que je dirais, hein. Alors, on va C'est ça. demander s'il y a des questions. Là, il y en a une, c'est trouver son ou sa mentor. Je pense que ça, c'est Ouais. important, effectivement. Quentin. Euh, C'est Quentin. Quentin, c'est avec lui que j'ai fait ce court-métrage. Ah, voilà, donc il a trouvé sa mentor. Ouais, c'est Le pour ça. dernier, non, non, lui, il est producteur. Le Ah, dernier ok. court-métrage, c'est grâce à lui que j'ai vu le suivant. Donc, si vous Merci, avez des Quentin. questions à poser à Anne, mais voilà, moi, je trouve que c'est un métier génial euh, Mm. qui peut donner des idées à plein de jeunes, tu vois, parce qu'il n'y a pas que la réalisation, il n'y a pas que l'acting, il y a plein d'autres métiers dans le cinéma qui sont super intéressants, qui sont dans l'avant du décor et dont on parle très peu et Et, qui sont juste géniaux, quoi. et si je peux rajouter quelque chose, parce que j'ai parlé beaucoup de dessin et d'architecture et des choses comme ça, mais dans mon département, il y a aussi les ensembliers qui sont eux les décorateurs Ah oui, intérieurs. Et on n'est pas nécessairement besoin de dessiner, mais là, il y a une culture d'histoire de l'art, du mobilier, des objets. Aller chiner. Je vois avec Christelle, elle va chercher des choses, hmm, les recycle, le retapisse, en fait autre chose. Il y a tous les accessoires aussi, tous ceux qui vont chercher les accessoires de jeu. Il y a plein de choses. Il y a la tapisserie, le il y menuisier. a voilà, les menuisiers, il y a les serruriers, il y a les gens qui font du staff, tout ce qui est plâtre, résine. Il y a toute un panel De corps de de métier. métiers qui Hmm, constituent mon orchestre. hmm, hmm. Mais qui sont Et, super et intéressants. ils sont super intéressants et ils sont tous interdépendants et on travaille tous ensemble au service de ces scénarios et de cette histoire. Et on les oublie souvent, tous ceux qui sont derrière, les stagiaires aussi, ou les gens qui... Il y a plein de choses. Les gens qui... Dans Marie-Antoinette, on avait un fleuriste qui a fait toutes les fleurs du film. Ah Et ouais. là, sur celui que je vais faire, on repaysage tout un lieu sur 4 saisons. Là, tous ceux qui font le jardin aussi, qui créent l'illusion avec des fausses plantes. Il y a C'est vraiment génial. tout un univers dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a plein de métiers à faire dedans. Vraiment, Hmm. Il y a Cécile qui demande quel a été ton projet le plus enthousiasmant. euh, il y en a plusieurs. Celui où j'ai vraiment
j'étais vraiment. Bon, après, je parle pas des premiers, les James Bond, les trucs comme ça quand j'étais assistante, mais Mhm. sur Marie-Antoinette, là, j'ai vraiment. C'était vraiment un projet très, très agréable à faire. Et puis j'avais tout d'un coup une énorme responsabilité, mais c'était vraiment passionnant. J'ai adoré faire ce petit film à deux balles indien avec Dev Benegal qui s'appelle Road Movie et qui est c'est un road movie, c'est l'histoire d'un camion de cinéma itinérant dans le désert et c'était extrêmement intéressant. Il n'y avait pas un rond et c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, j'ai beaucoup aimé faire le film de Ray Fiennes, j'ai beaucoup aimé faire les Eddie, j'ai beaucoup aimé faire Emily. J'aime bien faire les. Bon, il y en a d'autres que j'ai moins appréciés parce que c'était plus compliqué, mais je les ai oubliés, j'ai oublié ça. Ouais, il y a Théo qui demandait ça justement. Quel a été ton projet le plus compliqué? Bah, je veux pas donner de nom, mais c'est quand on vous dit que les décors et la lumière ne font pas le succès d'une comédie en France. Vous avez tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en fout du décor et Ah oui. il y a des réalisateurs qui ne sont pas, pour qui c'est pas important. Et là, Mhm. c'est assez compliqué, là, parce on se défend contre des gens qui veulent économiser de l'argent, au décor parce que ça coûte toujours trop cher. Et en fait, moi, je suis pas d'accord parce que les comédies de Woody Allen, c'est des comédies et la première personne qui prend, c'est le décorateur et le directeur de la photo. Donc, et c'est pas pour ça que le décor va être plus cher. Donc voilà, c'est quand les gens n'ont pas de respect pour le décor, qui pensent que c'est et qu'on devient la cinquième roue du carrosse, ça me plaît pas. Mais Euh, ça m'est arrivé très rarement. Quelqu'un qui demande l'impact du Covid sur l'industrie du cinéma. Est-ce que Aïe. Bah ça c'est terrible. Je pense que dans toute l'industrie du cinéma, du théâtre, toute la culture en prend un grand coup. Et là, moi, j'ai deux projets qui se sont arrêtés à cause de ça. Ouais. On ouais, sait pas pas trop facile. où on va aller. On sait pas trop où on va aller. J'ai tendance à rester positive, hein. Il y a encore des tournages qui se font, mais je sais pas comment. Je sais pas. Mm. C'est compliqué, hein. Je pense que ça sera plus jamais comme avant. Et même quand on tourne, là, je viens de faire une pub avec Sofia Coppola. Même si c'était extrêmement facile, le tournage était compliqué entre les tests, entre les distanciations. Fallait toujours rester à 1 mètre des gens. C'était compliqué quand même. Les Il masques, y a, Adrien demande, y a-t-il un parcours type? pour être décorateur. Ouais. Euh, non, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui viennent de l'archi, il y a des gens qui font des écoles d'art, il y a les gens qui font la fémis, il y a des gens qui commencent sur le tas. Euh, Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire comme film, parce que il n'y a pas que des films comme ceux que je fais, il y a aussi toute une industrie de téléfilms, de films comment dire, de petites séries plus humbles au niveau du décor, où là, il y a des gens qui font des décors, il y a des ensembliers, des accessoiristes. Mais moi, si vous me demandez mon avis, je dirais dessiner et essayer de tenter la fémis parce que c'est vraiment, C'est une super euh, école. bah c'est vraiment une chance parce que même il y a même des architectes qui ont fait la fémis et qui sortent. Alors du coup, ils ont une formation absolument exceptionnelle parce Complète. que Mm. bah, oui, on n'est pas obligé de le faire, mais les moyens qu'on a à la fémis, le- le- les gens qu'on rencontre, les exercices qu'on leur fait faire, et tout ça, moi j'aurais rêvé de la faire la Fémis. C'est pour ça que, que je pense que c'est bien de la tenter. Tout le monde peut le faire, mais il faut apprendre un peu à dessiner avant pour rentrer en décor. Mais je dirais la Fémis. Mais en Il y a même une temps, question. je peux pas. Oui, chacun est différent aussi. La place qu'occupe de plus en plus le numérique dans la décoration. Ouais, ça c'est vrai que ça pose question, hein. Euh, oui,
Oui, oui, mais alors moi, ça me fait pas peur. Il y a de plus en plus, il y a toujours des effets spéciaux, des VFX, il y a toujours un fond vert qui traîne dans les films, mais ça me fait pas peur et je trouve que dans certains cas, ce sont des idées intéressantes par exemple, à la série que je devais faire, ça nous aurait permis, avec des nouvelles technologies, de pallier à justement ces problèmes sanitaires, de Covid et tout ça, de faire des décors en studio plus. Mhm. Moi, ça me plaît, ça, hein. Moi, je crois c'est des nouveaux outils quoi. On peut pas lutter contre et il vaut mieux Faire essayer de les avec. Mhm. apprivoiser et puis on fera toujours des décors. Je pense pas qu'on arrive à finir à faire que des décors numériques et qu'il n'y ait plus ni acteurs ni de décors construits pour l'instant, enfin, dans notre génération. Je trouve qu'il faut être Il faut curieux. l'intégrer. Mhm. Ouais, moi je l'intégrerais. On l'intègre déjà, hein, les fonds verts, les découvertes. On est passé des matte painting aux découvertes numériques. Euh, ouais, je pense qu'il faut les intégrer, moi. Puis c'est enrichissant, c'est amusant, quoi. Faut pas les Mhm. lutter contre. Est-ce que vous avez encore une dernière question pour Anne? Ça fait 1 heure là, on va peut-être la, Ah la bon? laisser Oh, partir. ouais, je vais pas aller loin, Mais voilà, bon, je disais au début, je vais vous mettre ça en IGTV, comme ça vous pourrez la revoir. Et sur ma page YouTube, parce que c'est super intéressant. Et du reste, il y a des décorateurs dans les films d'animation. Ah bah oui, tout à fait, ouais, ouais. hein. Ouais, il y a Ouais, quelqu'un qui dit, exactement. ouais, exactement, ouais. Donc Et tu vois, on peut, exactement. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je pense que ils ont, euh, on n'en parle jamais, mais il y a des dessins animés, des choses comme ça, où il y a des décors absolument extraordinaires, d'une créativité inimaginable. Et je trouve qu'on devrait en parler un petit peu plus de ces décorateurs-là. Et d'ailleurs, à l'Art Director Guild aux États-Unis, il y a cette section des dessins animés. Et je sais que ça pose toujours problème quand on donne un César, s'il y a un dessin animé avec un créateur, un décorateur dedans, on se pose toujours la question de est-ce qu'ils sont légitimes ou pas, légitime, ouais. Je vois pas pourquoi. je vois pas pourquoi ils sont, voilà. Ouais. C'est mon ensemblière qui a posé cette question. Bon, bah, merci beaucoup, Anne. Merci Merci à tout le monde Karine et d'avoir merci à écouté. ton Avec neveu plaisir. Paul. Oui, Merci à grâce Paul à pour la Paul. rencontre. Et j'étais ravie. Si tu connais d'autres personnes qui souhaiteraient être interviewées pour parler de ce genre de métier, tu vois, des métiers du cinéma dont on parle peu, tu me les envoies et je serais ravie Oui, de oui, faire avec plaisir. partager Avec ça. plaisir. Oui, Voilà. oui, 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 on va t'en trouver. Super. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Merci beaucoup Karine. Au Au revoir. revoir.